qu'est-ce qui se joue sur le plateau? Il se joue une tragédie moderne. Il se joue un spectacle qui a pour but de questionner en reflet de nos tragédies antiques nos démons actuels par le prisme d'une intimité très banale. C'est une pièce qui est écrite par Riyad Ghami. Riyad Ghami, un auteur franco-libyen qui est artiste associé à la Comédie de Saint-Étienne et au Théâtre National Populaire de Lyon. Je lui ai passé cette commande connaissant son écriture, qui est pas assez jouée à mon goût sur les scènes françaises. Et je lui ai lancé un petit défi qui est aussi simple que est-ce que ça te plairait de devenir Shakespeare? Par devenir Shakespeare, je lui ai lancé comme proposition de lire Coriolan, et non pas de me faire une adaptation de Coriolan, mais de m'écrire son propre Coriolan aujourd'hui et de remplacer Shakespeare par Riyad Ghami. Il s'est jeté dedans à bras-le-corps. Coriolan, ce serait peut-être bien que vous nous remettiez un tout petit peu dans l'ambiance de cette tragédie, la dernière d'ailleurs de Shakespeare. La dernière du cycle romain. Ouais. Coriolan, pour moi, c'est une préfiguration romaine, c'est-à-dire que c'est une tragédie qui se situe entre la Fondation et le grand temps des empereurs, c'est-à-dire qu'on est encore en train de chercher son système politique et l'audace qu'on va découvrir par la suite à travers les empereurs et leur folie. Et Coriolan, en fait, ça raconte un aller, une radicalisation et un retour. Moi, j'aime bien dire, sans raconter les détails, qu'au final, si on prend une adaptation contemporaine existante, on pourrait se dire c'est Rambo. Rambo 1, pas les suites. C'est qu'on forme un guerrier pour l'envoyer au Vietnam faire la guerre et revenir victorieux, et au moment où il retourne dans son pays, ne trouve plus de pays et n'arrive plus à s'identifier, et du coup ne trouve pas d'autre solution que de se retourner contre lui, et du coup ça peut pas bien finir. Coriolan, les ennemis c'est les Volsques, le peuple à côté. Caius Marcius, c'est un guerrier d'une catégorie sociale de la noblesse, formé à diriger les gens, et à part qu'il est bon. Donc il est envoyé à la guerre et va en décapiter 9 pendant que le soldat de base en tuera un demi. Et du coup sort de là victorieux et couvert de sang, revient et on le met en héros un petit moment. Après, c'est pas un fin politique, il refuse de rentrer dans les manigances de la politique romaine à ce moment-là, et refuse d'exhiber en fait sa cicatrice et son corps et ce qu'il a d'héroïque et guerrier, et du coup se fait mettre à la porte, et du coup se retrouve à errer jusqu'à ses ennemis, peuple qu'il a détruit, et leur propose du coup de s'allier à eux pour venir détruire Rome, et jusqu'au moment où, par le sentiment, il va se dire non, finalement, maman, ma femme, mon enfant, et là on le zigouille et c'est fini. Alors justement, Mathias Moritz, là, cette scène, ce qui se joue chaque soir dans la représentation du sang aux lèvres, qui est donc après Coriolan, c'est un temps d'aujourd'hui, c'est un temps qui est moins défini que celui du passé ou celui du futur, c'est bien un temps d'aujourd'hui, mais c'est un temps où il n'y a plus de héros. C'est un temps où le chaos règne comme dans notre monde contemporain. On voit ici, de façon très marquée dans le décor, ce trou, cette crevasse qui s'est ouverte, comme si le sol s'était effondré sous nous. Il y a quelque chose d'intemporel dans le spectacle, car c'est pas une narration linéaire où il y a un début, une fin. C'est un petit puzzle qu'on offre aux spectateurs avec des moments. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'au théâtre, c'est un des derniers endroits où on peut se permettre de prendre notre temps, et qu'on travaille sur ce spectacle sur une montée très lente. C'est qu'on sait qu'il va se passer quelque chose, pourquoi et comment. Ça vient petit à petit avec des éléments très quotidiens, des éléments plus brutaux, mais en tout cas, c'est des choses qui s'accumulent jusqu'à l'explosion. Sur le héros, et le héros, qu'il n'y ait oui, plus de héros, la plus bande de de dieux, qu'il n'y ait plus d'anges ni d'archanges, mais oui. qu'il y a des hommes et des femmes qui sont livrés à eux-mêmes. Sur les restes de Coriolan,
Il y a des questions, il y a des questions qui sont énormes, et à partir du moment où on tire la fable jusqu'à notre époque, il y a des questions lourdes qui se posent. Comment se battre pour une patrie? C'est-à-dire aujourd'hui, en France, nous, si on nous disait battez-vous pour le drapeau, je suis pas sûr qu'à part une armée d'extrémistes quelconque, on soit capable de se dire non mais c'est le drapeau, il faut y aller. Donc déjà, il y a un truc, Rome n'existe pas comme doublon de la France actuelle. Ensuite, le héros, la question, qu'est-ce que c'est qu'un héros pour nous aujourd'hui? On peut imaginer un footballeur, un sportif, on peut imaginer ce qu'on nous vend. Les super-héros Marvel, qui sont très ancrés dans notre mythologie actuelle, mais qui défendent souvent une logique capitaliste et très américaine. Il faut préserver ça à tout prix contre le mal, quel qu'il soit, que ce soit des extraterrestres ou des Russes ou des nazis. Mais en tout cas c'est ça qu'on nous vend. Donc nous, on arrive à un endroit où on se dit, mais comment est-ce qu'on peut essayer de dresser une statue et de comprendre le besoin de sacré, en fait. C'est de se dire, on a besoin de sacré, que ce soit Dieu, Allah, sa mère, son père, quelque chose, un footballeur. En tout cas, on a besoin de se fabriquer du sacré. Et nous, on montre quelqu'un, Franck, le personnage qu'on va suivre le plus régulièrement. C'est Coriolan, ce qu'on lui reproche, c'est sa franchise. Donc Franck, c'est celui qui est franc. Et il avale tout ça. C'est-à-dire qu'il se laisse déborder par tout ce qui sacralise, qui va d'un film américain à une publicité, à une compréhension du Japon, c'est-à-dire d'autres cultures, et il va accumuler le tout jusqu'à un débordement de sacré qui va le faire complètement, il va péter une pile. C'est qu'à un moment, il faut y aller, et je pense que la pièce raconte les débordements de chacun, confrontés à leurs croyances, à leur sacré et à ce qu'ils essayent de protéger, et comment tout ça est très fragile, et d'aller jusqu'à un événement tragique. On pourrait se poser la question de savoir si les 7 personnages du spectacle n'ont pas tous, au fond d'eux, la même logique, c'est-à-dire qu'ils pourraient créer un événement tragique, fort et lourd, à part qu'il y a le prisme toujours de ce que j'appelle un héros malgré lui, parce qu'on est obligé de le traiter comme un personnage central, mais en même temps, il se fait tout piquer. Même son acte héroïque, il finira par se le faire piquer par son propre sacré, qui se retourne finalement de façon démoniaque contre lui. 3 hommes, 3 femmes. 3 femmes. C'est une histoire de troupe, c'est qu'on a une grande histoire, qu'on est un collectif solide, et que là, il fallait répondre à l'urgence de nos propres envies et de nos commandes, et du coup d'essayer de se souder et de créer un groupe solide et continu. On se lance dans une trilogie, dont celui-là est le premier volet, mais du coup, il fallait constituer une équipe paritaire, non pas parce qu'on équilibrera systématiquement 3 hommes, 3 femmes au niveau des personnages, mais de se dire que le corps actoral du coup est équilibré, et qu'on forme qu'un, et que d'une certaine façon on est asexué, et en même temps on a besoin de se donner la parole et d'essayer d'équilibrer ces rapports aussi dans ce spectacle-là. C'est-à-dire que la voix de la femme égale peut-être la voix de l'homme, en tout cas, est nécessaire pour mettre en marche la machine guerrière et la machine monde. La métaphore, justement, elle est permanente dans ce spectacle, puisqu'il nous renvoie à nous, à notre état d'être humain. Il nous renvoie au fracas du monde dans lequel on est. Il y a des mots comme Daesh qui sont évoqués. On est inscrit vraiment dans une forme aujourd'hui de quelque chose qui nous échappe. On est confronté à un monde qui nous échappe dans tous les sens du terme. On est confronté à nos peurs, c'est-à-dire que la plus grande victoire de Daesh, pour moi à l'heure actuelle, c'est d'avoir réussi à planter vraiment cette peur au cœur des gens. C'est-à-dire qu'on a peur de ce qu'on ne comprend pas et de ce qu'on ne connaît pas et qu'on n'arrive pas à cerner. Là, l'actualité est brûlante. On a eu 2 attentats au couteau le jour de notre première. Donc on s'est dit, oh là là, ça nous poursuit, ça arrive tout le temps.
tout l'été sur la création, on a eu des revendications continuelles de ces gens sur des actes barbares à l'arme blanche. On a l'exemple de Las Vegas avec une espèce d'entité qui revendique quelque chose en se trompant, mais en tout cas c'est pas grave, c'est assumé, et du coup dans la tête des gens il y a une espèce de nuage qui se transforme en une peur profonde, et ça a peur à nos sociétés, parce que la société, nos valeurs démocratiques, etc., c'est même si nous sommes tous différents, il faut qu'on arrive à être serein. La sérénité de nos vies dépend du groupuscule humain qu'on forme, et on se dit, bon, ben, on peut être tous différents, mais on peut tous ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur à la base. Alors c'est bien d'avoir peur, parce qu'il faut apprendre à avoir peur, mais là, je crois que c'est terrible, parce que cette question de comment on en est arrivé là où nous en sommes, du moins ouvre un questionnement riche et complexe dans la matière théâtrale. D'où ce que je veux dire, c'est que on est en état d'urgence imposé dans notre pays, on fait une trilogie de l'état urgent, c'est un truc d'acteur d'essayer de trouver notre état urgent, mais il est aussi urgent aujourd'hui que nous, au théâtre, on aborde l'actualité immédiate et qu'on mette le doigt là où ça fait peur, pas là où ça fait mal, là où ça fait peur, et qu'on remette des choses compliquées en mélangeant avec de l'intelligent, mais qu'on arrive à trouver un équilibre pour qu'on puisse parler de ces choses et purger ses peurs d'une certaine façon. Pendant longtemps, je parlais de théâtre de l'exorcisme, parce que dans mon parcours, j'ai inventé ce terme en disant, moi je fais du théâtre, le théâtre de l'exorcisme, que c'est simple, quand on prend les films sur l'exorciste, sur les exorcismes, c'est toujours la même chose, toujours le même canevas. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens en perdition de foi, qui ont besoin de se confronter au mal pour retrouver la foi et sortir victorieux. Et moi je dis, mon exorcisme n'est pas religieux, mais qu'on est obligé de se confronter à nos peurs ou à notre saleté sociétale pour réussir à réentrevoir quelque chose de beau. C'est plus qu'on croit plus au beau, ou croit plus en l'espoir et ces trucs-là, mais que peut-être qu'il faut se plonger dedans et s'y confronter véritablement pour pouvoir le reconcevoir et se dire non mais quand même. Voilà. Ce qui est intéressant au théâtre ou dans la représentation de la vie au général par le prisme des arts, et à laquelle moi je suis très attaché, ça reste la multiplication du point de vue. C'est-à-dire que, par exemple, l'armée Fraction Rouge, je ne les soutiens pas outre mesure. J'en suis client de l'observation de ce groupuscule que je ne peux pas comprendre parce que c'est pas mon époque. Mais par exemple, je suis toujours attaché à un petit fait divers, qui n'est pas un fait divers, c'est une attaque à la bombe qu'ils ont fait sur une base américaine en Allemagne, qui a été dénoncée par la France, par l'Espagne, l'Italie, comme une barbarie, parce que des officiers américains étaient morts dans cette base et qu'ils avaient parents et enfants. Et au même moment, on trouve des photos au Vietnam, avec la photo de Bader, Meinhof et ces gens-là, justement, héroïfiés sur les places publiques, parce que la base américaine en question, c'était la base de décision des missiles qu'ils envoyaient sur le Vietnam à ce moment-là, en Allemagne. Et du coup, le fait d'avoir fait cet attentat à cet endroit-là a évité beaucoup de bombardements sur le Vietnam. Alors aujourd'hui, quand on voit la photo d'une petite fille au Vietnam brûlée, on se dit quelle horreur, la guerre, etc. Mais dans la multiplication des choses, on pourrait se dire, mais grâce à ces gens-là, d'accord, ils ont tué des officiers, mais ça a peut-être épargné beaucoup de petites filles. Mais ça, on n'arrive pas à se le dire. Et peut-être que le théâtre permet des fois de retourner les choses et de se dire, mais attendons, réfléchissons une seconde à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient raison de tuer, mais peut-être qu'un événement malheureux peut en apporter systématiquement un bon. Moi, mon problème avec Daesh, c'est peut-être que c'est trop près, mais je ne vois pas encore de multiplication du point de vue. Je ne vois pas l'autre côté du miroir, et du coup, je vois que quelque chose de très funeste, de barbare et de sombre. Avec des gens qui s'amusent avec des codes, qui se racontent des histoires fortes, ils y croient vraiment, certains. Mais je vois pas j'arrive pas à trouver d'espoir dans leur guérilla, quelque part. Question du bien et du mal, la question de comment continuer à vivre, à aimer, elle est au cœur de ce texte, elle est au cœur de ce travail. Moi, je voulais que vous parliez un petit peu justement des comédiens et de la compagnie, parce que voilà, c'est votre vie et celle de la compagnie de travailler justement sur ces textes contemporains.
d'essayer de les ramener vers nous. Oui. Je mes contemporains, même quand je pense à Fassbinder ou oui, bien sûr. Mais votre interprétation de votre mise en scène de Emma Bovary, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Mais on a besoin de se confronter à nos mythes, et nous, on a besoin en tant que corps. Moi, je suis pas sur le plateau, mais je reviens sur l'état d'urgence ou sur un corps sur scène. Un acteur met toujours son corps sur scène. Le spectacle s'ouvre avec un acteur qui met la main dans son... qui mime le fait de sortir son cœur. Un acteur met toujours ses tripes sur le plateau, ou du moins, s'il ne les met pas, moi je crois qu'il y a un problème au niveau de la représentation. C'est qu'il faut savoir pourquoi on fait ce métier à un moment. Je disais dans ma jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure à la rencontre publique, c'est... moi j'adorerais faire un spectacle léger et rigolo, je trouverais vraiment ça apaisant, mais on n'arrive pas à se l'autoriser parce qu'on se dit qu'il faut avoir quelque chose à défendre, et que si on met toute cette énergie à essayer de parler de ces choses-là, ça doit amener on doit arriver quelque part. Et si on a envie de faire du cabaret, et je répète, je ne dénigre pas les gens qui font du cabaret ou de la comédie, je dis qu'ils ont beaucoup de courage et qu'ils ont beaucoup de talent, mais que nous, en tout cas, à l'heure actuelle, on n'arrive pas encore à trouver ce circuit qui nous apaiserait, nous, par rapport au monde qui nous entoure. Je crois que comme je me répète beaucoup par rapport à la rencontre publique, mais quand j'entends notre ex-premier ministre, notre ex-président nous dire « vous êtes en guerre », et que personne depuis n'a contredit à la télé, ni le nouveau président, ni le nouveau ministre des Armées, etc., personne m'a dit que la guerre était finie. C'est-à-dire, d'accord, on est en guerre, mais on peut pas se dire « faisons comme si de rien n'était ». J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont véritablement urgentes et brûlantes, et que le théâtre est un lieu d'expression où j'ai l'impression de non-censure, où on peut évoquer des choses, du moins tant qu'on nous le permettra, qui permettent peut-être de résoudre par le prisme du questionnement du beau et du sale. Et nous, du coup, on s'y jette à corps perdu, c'est brûlant, comme le cratère qu'on essaye de fabriquer, mais en tout cas, on décide de s'y lancer. Et comme disait Sarah Kane, auteur anglais, pop star à la Jim Morrison du suicide, elle disait « le théâtre est une fenêtre sur le monde ». Et moi, j'ai envie de compléter, à dire que moi, avec les spectateurs, je leur montre cette fenêtre et je les invite à tous s'y jeter. Je ne dis pas que la chute sera agréable, mais au moins on atterrira tous au même endroit.